Chers amis, bonjour. Ah, il y a de la timidité. C'est ce qu'on fait, on fait comme sur France Inter. Je vous dis chers amis, bonjour et vous répondez. Vous voyez, c'est assez simple finalement comme idée. Je vais vous prendre en vidéo et je vais accueillir Rémi et Philippe dans une seconde. 3, 2, 1, chers amis, bonjour. Excellent. Venez Rémi et Philippe me rejoindre pour ouvrir officiellement cette antenne. Voilà. Rémi Dornier, Philippe Besse, messieurs, dames, sous vos applaudissements nourris. Philippe Besse, directeur de la région Europe de l'Ouest et Moyen-Orient, et Rémi Dornier, vice-président de l'industrie, construction, architecture et ingénierie. Comment ça va ce matin ? Ça va bien. Ça va bien ? Impeccable, Philippe ? Eh ben, impeccable. Voilà, moi, de toute façon, à partir du moment où on me dit, tiens, il y a une prise d'antenne à faire quelque part, et puis vous avez un joli studio radio aujourd'hui, on va en parler dans un instant. La rencontre de la construction durable, c'est juste après ça. Mais j'ai pu te prouver n'importe quand, ô César, que mon peuple... Allez, à dans 3 mois. Et à tout de suite. Qu'est-ce que c'est? La rencontre de la construction durable. Et nous sommes en direct de Vélizy, en direct et en public. C'est bien un petit Astérix Mission Cléopâtre en ouverture, je trouve. C'est tellement plus sympa. Il paraît que c'est toi qui as scénarisé ce film, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une confirmation. Ouais. Mais c'est confidentiel. Il fallait pas le dire, ça me gêne de le dire en public. C'est quoi cet événement? Qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, Rémi, Philippe? Bonjour David, bonjour Philippe. Déjà, tout d'abord, on est ravis de vous accueillir ici dans notre campus de Vélizy pour cette deuxième édition de la rencontre de la construction durable. Aujourd'hui, en fait, on voulait inviter des entités gouvernementales, on voulait inviter des entreprises, des entrepreneurs, des associations, de manière à discuter construction. Et tout le monde est là, t'as oublié personne? J'ai oublié personne. Des universités aussi. Des universités, okay. Je pense dans le public, je vois des universités également. Et puis il y a peut-être quelqu'un qui s'est perdu dans le public, mais restez, voilà, vous allez apprendre des choses. Et justement, grâce à vous, on va se mettre à la portée de vos connaissances pour les rendre accessibles à tous, en fait. Hein. Exactement. C'est bien ça. L'idée. Et depuis le départ, Dassault Systèmes, c'est une entreprise qui mêle innovation, art et technologie au service de l'innovation, des transformations. Et aujourd'hui, on voulait parler justement transformation du secteur de la construction. C'est une industrie qui est singulière, elle est fragmentée, elle est régionalisée. Et je voulais aujourd'hui réunir un panel très varié d'experts du secteur de la construction pour vous inspirer et discuter transformation, innovation. Philippe, Dassault Systèmes, c'est évidemment un acteur connu dans l'aéronautique et l'automobile. Qu'est-ce qu'il en est du secteur de la construction ? Alors c'est vrai, Dassault Systèmes est très connu dans l'aéronautique et dans l'automobile, mais ce que je tiens à dire, c'est que la construction et la construction durable est transverse à toutes ces industries. Pas d'usine, pas d'infrastructure, ça veut dire pas d'avion, pas de moteur d'avion. Ça, c'est vrai pour l'aéronautique et l'automobile, mais c'est également vrai dans le secteur de la santé, par exemple, avec Sanofi, qui construit des usines de plus en plus flexibles et durables pour pouvoir produire des vaccins de plus en plus rapides et s'adapter aux pandémies qui arrivent, le moins possible, j'espère. C'est vrai également dans le nucléaire. Dans le nucléaire, les infrastructures sont très importantes. Et la France a commandé quand même 6 EPR2 à EDF avec qui nous avons un contrat de partenariat sur 2 fois 10 ans, dans lequel d'ailleurs est impliqué Bouygues Construction, qui est un acteur de la construction majeur, avec qui nous travaillons maintenant depuis de nombreuses années, sur le cloud. Et enfin, quand même, je souhaiterais citer quand même un acteur qui me paraît important, parce que là j'ai cité des grosses entreprises, mais on a également... un partenariat stratégique avec des sociétés comme Naarea qui fait de petits réacteurs nucléaires, très petits, deux petits containers pour faire ça. Et encore une fois, pas d'usine, pas de produit. Donc ça commence. Donc tout commence dans la construction. Et c'est ça qu'il faut rappeler, Rémi. Exactement. Et au-delà du partenariat historique qu'on a avec des architectes de renom comme Franck Guéry, j'aurais quand même juste rappelé que Dassault Systèmes, dans le secteur de la construction, c'est 23% de part de marché sur tout ce qui est équipement du bâtiment, plomberie, métallerie aujourd'hui, CVC, menuiserie. C'est aussi 23 millions d'utilisateurs qui quotidiennement utilisent nos solutions pour décorer leur maison avec un logiciel qui s'appelle Home by Me. C'est aussi des partenariats stratégiques avec une entreprise par exemple comme Bouygues Construction. On est parti, on a le volontiers aussi d'influencer.
et d'être dans des think tanks de réflexion de la construction tels que Build and Connect. Et donc tout ça fait aujourd'hui, j'espère, vous montre l'ambition qu'a Dassault Systèmes d'exister dans la construction et d'accélérer. Et l'événement aujourd'hui s'appelle la rencontre de la construction durable. En quoi il est important d'ajouter durable ? Alors aujourd'hui, la construction durable, on a utilisé le mot durable parce que on voit bien qu'en fait toutes les réglementations mettent l'industrie de la construction au pied du mur. Mais c'est aussi une opportunité parce qu'il y a qu'au pied du mur qu'on décide de se transformer en général, qu'on décide de se transformer. Et donc aujourd'hui, c'est aussi une formidable opportunité pour innover, pour penser transformation, construire une roadmap, la construction durable. Le sujet de la durabilité, ça va nous accompagner longtemps. Et donc l'idée, c'est pas de construire une fois pour toutes une roadmap, mais c'est d'itérer, de construire, d'imaginer et d'enrichir un petit peu cette roadmap pour imaginer des innovations actionnables. Et c'est de ça qu'on va parler aussi aujourd'hui, quoi. Et voilà. Et puis vous avez envie d'aller plus loin aujourd'hui. Vous avez envie On va aller plus loin dans la construction, exactement, et puis dans les innovations. Et j'ai même envie de dire d'aller plus haut. D'aller plus haut. On reviendra tout au long de cette journée sur les opportunités qui s'offrent à nous. Au menu de cette émission, Rémi, nous parlerons de trajectoire et d'investissement d'abord. Exactement, on parlera un petit peu de tout ce qui est trajectoire qui se dessine concernant la construction. Pourquoi entreprendre ? Est-on accompagné quand on innove dans la construction ? On parlera d'industrialisation également. Exactement, David, l'industrialisation du sur-mesure, qu'est-ce que c'est que la productisation ? Et puis, troisième table ronde consacrée au digital. Et oui, on parlera des jumeaux virtuels, tout ce qui est jumeaux virtuels au service de l'innovation, des économies de matière, de la productivité. Est-ce qu'on est prêt à l'adopter, le jumeau numérique ? Et quelle compatibilité avec l'humain finalement ? Qu'est-ce que devient l'humain dans tout cela ? Voilà pour le menu des 3 tables rondes de cette émission, rythmée par des chroniques, tu l'as dit, sur la productisation, la différence entre le BIM et le jumeau numérique, le positionnement de la construction face aux enjeux de développement durable. Merci à tous les deux, merci beaucoup Philippe Merci Hess. David. Et Rémi Dornier était avec nous pour l'ouverture de cette émission. Profitez bien de cet événement. On va se gêner 10h40, 10h40 sur cette antenne, et on n'arrête pas l'écho. Et on n'arrête pas l'écho et on n'arrête pas Aurore qui nous rejoint. Bonjour Aurore. Bonjour David. Ça c'est le générique de France Inter, parce que je sais que tu as toujours rêvé d'être sur France Inter. C'est ça, exactement. Mais un jour viendra. Mon rêve se le réalise aujourd'hui. Un jour viendra. Déjà on va te passer un micro rouge pour t'habituer à France Inter. Tu nous embarques Aurore ce matin. Oui, je vous embarque David. Je vous embarque pour un tour de l'horizon de l'actualité brûlante du bâtiment en France, avec des initiatives qui redéfinissent le paysage de la construction. Des collaborations aux initiatives du gouvernement en passant par des projets éco-innovants. Alors, je crois qu'on n'a pas besoin de reparler de la crise du logement neuf qui s'accentue. Je suis pas nécessaire. Des problèmes d'accessibilité au crédit immobilier pour les ménages. Si, monsieur ? Non, il dit non. Ou encore des problèmes d'approvisionnement ou l'augmentation des prix des matériaux. S'il te plaît, non. Voilà, donc tout le monde est déjà bien au courant. Je pense que ça va. Je pense que c'est bien. De quoi on va parler alors du coup ? Alors, David, j'ai des bonnes nouvelles à vous partager. C'est bien ça. Tout d'abord, de nombreuses initiatives visant à promouvoir la durabilité dans le secteur. Donc Marie vous en dira plus dans sa chronique, mais voici un petit avant-goût. Des associations et des entreprises unissent leurs forces pour adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Alors d'abord, l'accord de la filière bois a été renouvelé lors de l'événement Woodrise à Bordeaux le 16 octobre dernier, réaffirmant l'engagement envers une construction durable. C'est plus qu'un simple accord, c'est un hymne à la promotion du bois dans la construction. Donc cette initiative prévoit notamment de structurer une filière compétitive, d'améliorer l'attractivité des métiers, mais aussi d'adapter la forêt au climat de demain. Le président du comité stratégique de la filière bois, Dominique Weber, est parmi nous aujourd'hui. Dominique Weber, il est là ? Vous dire, il est là, Dominique Weber plus, Je le cherche. Je crois qu'il arrive vers midi. Il arrive bientôt, parfait. C'est une... Appelez-nous sur le parking dès que vous voyez Dominique arriver. C'est une bonne nouvelle. En France, ça représente quoi concrètement la construction bois ? Alors, en 2022, on a construit 22 200 logements en bois en France, dont la moitié était du collectif. C'est quand même 12% de croissance, donc c'est pas rien. Okay. Et bien sûr, le CLT fait partie des matériaux qui rendent le champ des possibles très large. Par CLT, entendez Cross-Laminated Timber en anglais, soit l'équivalent de lamellé collé croisé. Et qui a inventé le CLT, David ?
J'ai le droit au coup de fil au public ou pas? Quelqu'un Non. sait? Moi, je dirais que ça sonne suédois ou canadien. Suédois plutôt. Eh bien, c'est un Français. C'est français? Ah oui. L'ingénieur Pierre Gauthier, qui a mis cette technique au point en Il est là 1947. Il est là, Pierre? Non. Il est sur le parking. Non En 47 en plus. Il est peut-être en retraite maintenant, ça se trouve. Cocorico. Et oui, Ben, Cocorico. on a exactement. l'innovation dans le sang en France. Évidemment, on a plein d'idées. Côté rénovation, Aurore? Alors, côté rénovation, la crise du logement neuf et les incitations du gouvernement à la rénovation poussent de plus en plus d'acteurs à trouver un relais de croissance avec la réhabilitation de l'immeuble. Parmi eux, les promoteurs immobiliers, exclusivement en VFA, qui se mettent à la rénovation. Promoteur, rénovateur, un métier prometteur. C'est de vous, ça? Non, c'est le Moniteur qui a titré un de ses Faut articles dire sur le oui, sujet. oh là là, on n'est pas à un mensonge près à la radio. Non, oui, c'est moi le slogan. Voilà. Donc de l'émulation autour de la rénovation, de l'émulation qui amène de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc on voit ainsi l'émergence d'entrepreneurs qui réussissent dans le domaine. On peut citer La Solive ou encore Talot comme exemple. Donc la filière est en pleine transformation. La filière est en pleine transformation. Et en effet, on voit aussi apparaître un glissement de la maîtrise d'ouvrage vers la maîtrise d'usage. Monsieur Belot, DGA de Réalité, est présent avec nous aujourd'hui et il pourra aussi nous en dire plus. Exactement, merci. Et là, pour le coup, il est déjà là. Merci. Il est déjà là. Ouais, ici, je rappelle la plaque d'immatriculation de Monsieur Belot. Non, ce n'est pas nécessaire. Côté gouvernement, dans la période de forte inflation, est-ce que le gouvernement peut encore nous aider? Alors, je vais citer 3 points seulement. Déjà avec la réforme First. de MaPrimeRénov', dont la nouvelle version prendra effet au 1er janvier 2024. Parmi les nouveautés, donc plus de rénovation globale, l'obligation de faire appel à un accompagnateur rénov' pour la rénovation des passoires énergétiques, la revalorisation de certains barèmes ou encore l'ouverture des aides au confort d'été. Donc autant de nouvelles opportunités pour nos entreprises et un moyen de réduire l'éco-délinquance qui surfe aussi sur un effet d'aubaine. Ah ouais, carrément. Oui. L'éco-délinquance, ça fait peur. 2-1, ça c'était la première bonne nouvelle. Exactement. Ensuite, les 40 millions d'euros de crédit pour rénover des logements sociaux ont été retenus par le gouvernement après le 49.3. Ça représente une On n'a aide. dit pas de sujet qui fâche. Ça représente une aide au financement des travaux de rénovation énergétique et au maintien du taux de TVA à 10% sur les travaux de rénovation non énergétiques. Ok, bon, donc ça c'est aussi une deuxième bonne nouvelle. Et la troisième? La troisième, le PTZ, entendez. C'est prêt à taux zéro, ça. Prêt à taux zéro, donc prolongé jusqu'en 2024, augmenté jusqu'à 100 000 euros et étendu aux classes moyennes gagnant entre 2 500 et 4 000 euros par mois. Ben, ça fait 3 bonnes nouvelles. Ça bouge dans le bâtiment en fait. Ça Vous voulez bouge. la version intégrale? 3 bonnes nouvelles. Ça bouge et c'est pas tout. Encore un avancement majeur. Le 18 octobre avait lieu la signature de la charte pour le développement de la filière hors-site et le lancement officiel de l'association des acteurs du hors-site français. Donc on a franchi un cap majeur. L'engagement pris, atteindre dès 2031 50% de leur production en construction hors-site. Mieux faire connaître la filière et répondre aux enjeux de la qualité d'habiter tout en atteignant la performance environnementale globale et la diminution des coûts, évidemment. La diminution des coûts de construction. Évidemment. Et je crois qu'on a des acteurs présents dans la salle aujourd'hui. On va faire l'appel peut-être? Non, je sais Alors, pas. on a des acteurs, oui, on Ouais. a Mayer. Des acteurs de la construction, j'entends. Oui, c'est ça. Cugnot revoir et quelques- Fage qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Et on a aussi Pascal Myers, Chazal, Cugnot. un des précurseurs du hors-site en France, qui sera un de vos Et qui invités sera dans la un de nos- prochaine table ronde. Exactement, il va venir nous rejoindre tout à l'heure. Dernière chose à 10h47 dans cette émission, dans l'actualité. Alors, dans l'actualité, je voulais vous partager qu'il y a une exposition sur le hors-site qui aura lieu jusqu'au 30 novembre à la Maison de l'Architecture de Paris. Elle s'appelle Hors-site, mais pas hors-sol. Et elle retrace l'histoire... C'est de toi, ça? Non, c'est pas de toujours moi. pas Non, toujours pas. Et ça retrace l'histoire de la préfabrication dans le bâtiment et la pertinence du hors-site pour relever les défis contemporains. Et ben voilà, que de bonnes nouvelles. Que de bonnes Vous nouvelles. avez besoin d'un point agenda, appelez Aurore, voilà, c'est Voilà. la spécialiste Et le du moins sujet, qu'on entre puisse autres. dire, David, c'est Ouais. qu'en période de crise, la filière de la construction se serre les coudes. Et, Et ça, ça. David, Comme on dit sur M6. c'est bon pour le moral. Ouais, c'est bien. C'est bien. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai vu ça sur le conducteur. C'est bon pour le moral. C'était Aurore, messieurs, dames. Merci beaucoup.
On va écouter cette chanson jusqu'au bout, j'adore la compagnie créole. On va rester dans l'éco, en quelque sorte dans un instant, éco-construction, éco-matériaux. Eh bien, dans quoi le bâtiment et ses partenaires investissent-ils aujourd'hui? Comment se transforment-ils? Réponse avec nos invités dans un instant, juste après une page de pub. Excusez-moi. Vous savez où est la gare? Oui, bien sûr. Bonne journée. Whenever you need a friend, a lover or a helpmate. Bah oui, évidemment. 10h48. Rencontre de la construction durable. La rencontre de la construction durable ce matin. Quelles sont les tendances actuelles de la filière? Quels investissements pour aller où? Est-ce que les professionnels sur le terrain considèrent que ce sont de bons investissements? Et j'ai envie de dire finalement, est-ce que la situation est bonne? Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bon, obligé, évidemment. Édouard Baird, merci d'accueillir Jonathan Louis, ingénieur bâtiment durable à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ça n'a pas changé? Ça a un petit peu changé. Ça a un tout petit peu changé d'appellation. De la transition écologique. Et de la transition écologique, précise-t-il. Cédric Verpeau, Micro Bleu, Force Bleue, responsable des investissements innovants à la Caisse des dépôts et consignations. Luc Bello, DGA du groupe Réalité, merci également d'être avec nous. Et une entrepreneuse, Marie-Ange Guéramos, vient de Nouvelle-Aquitaine. Quelle belle région. DG de Étrélec en Gironde et présidente de la Fédération française du bâtiment en Nouvelle-Aquitaine. La rencontre de la construction durable. Et dans cette table ronde, on va parler trajectoire et investissement. On va commencer avec vous, Luc. Luc Bello pour Réalité. C'est à vous qu'il revient de décrire le paysage en ce moment-là. Si par exemple, il y a quelqu'un de novice, je disais tout à l'heure, si quelqu'un s'est perdu dans la salle, décrivez-lui le paysage dans le champ de la construction. Pour répondre à l'interpellation qui était faite, non, c'est pas une très bonne situation en ce moment. Bon, Aurore rappelait à l'instant les chiffres de la crise. Je vous rappelle pas les enjeux des taux, du pouvoir d'achat. Ça se traduit très concrètement dans le secteur de l'immobilier. En ce moment, c'est moins 80% sur les opérations tertiaires et moins 40% sur le logement. Donc, c'est la plus grande crise qu'on ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, on n'avait pas attendu cette période-là pour que les acteurs de l'immobilier, les acteurs globalement de la construction, de la promotion, soient déjà très anachroniques. Moi, 3 chiffres dans 3 sujets différents. D'abord sur l'environnement, ça a été évoqué. Aujourd'hui, 25% des émissions de carbone sont issues de notre activité. Une bonne partie de ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans la salle, et nous en premier. 40% des maçons ont plus de 40 ans. Et si on doit traiter de l'enjeu des clients, 53% de ceux qui reçoivent leur logement n'en sont pas satisfaits aujourd'hui. Donc, ça fait mal, hein? Ça fait plutôt mal. Et il est grand temps que les choses puissent changer. Et c'est un des vrais enjeux de la période. Et une crise doit être aussi un enjeu d'opportunité. D'abord, pour se retrouver au plus près de l'ensemble des acteurs, se poser les bonnes questions pour l'innovation et pouvoir imaginer l'ensemble des nouvelles solutions. Et notamment les enjeux de la nouvelle construction, les enjeux du hors-site. On a cité Pascal Chazal tout à l'heure, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, ces enjeux-là, on doit totalement se rénover. Il y a des acteurs, notamment à la FFB, qui aujourd'hui poussent ces innovations. Il faut aller jusqu'au bout. Ça tombe bien, on a choisi d'un secteur très anachronique. On a choisi la région la plus innovante en plus, donc voilà, et elle est d'accord. Paysage difficile. Très difficile. Il y a un petit peu de bonnes nouvelles quand même, comme l'a dit Aurore tout à l'heure. On va les travailler aujourd'hui, justement. On va les travailler, évidemment. Jonathan Louis pour l'ADEME côté gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait de ces constats-là? L'ADEME, en tant qu'opérateur d'État, accompagne les politiques du gouvernement, notamment sur le secteur du bâtiment. Et on adresse aujourd'hui 3 enjeux principaux. Le premier sujet, comme ça a été un peu dit déjà, c'est comment on fait évoluer le secteur de la construction, qui est un secteur très gourmand et très émetteur de gaz à effet de serre, et comment on arrive à concilier à la fois des problématiques environnementales qui sont tirées par la RE 2020 qui va mettre des câbles de plus en plus forts sur les matériaux de construction des bâtiments, avec des enjeux de coût de la construction qui doivent être optimisés, des enjeux de qualité de la construction qui doivent s'améliorer, et enfin des problématiques de ressources humaines. Donc tout ça mis ensemble, ça donne un cocktail assez explosif finalement. Et donc comment on essaye d'accompagner? Donc nous, l'ADEME, on va essayer d'accompagner les acteurs
acteurs, les industriels, sur notamment la construction hors site, qui est une solution qui est très intéressante, qui permet de concilier tout ça. Deuxième point, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais c'est la question de la rénovation. La rénovation, c'est le cœur de la décarbonation du secteur du bâtiment. C'est l'enjeu numéro 1. Donc il faut décarboner nos bâtiments. Il faut décarboner surtout le secteur du diffus. Et donc là, je fais un peu un appel à la salle. Le secteur du diffus, c'est la maison individuelle, c'est la copropriété, c'est des marchés qui sont complexes à adresser, notamment dans une approche industrielle. Mais c'est l'enjeu majeur sur la décarbonation de ce secteur. Et il faut aller vers de plus en plus de performance. Ça a été rappelé tout à l'heure, il y a des choses qui vont vraiment dans le bon sens du côté MaPrimeRénov'. On va vers plus de rénovation globale, plus de qualité, plus d'accompagnement. Maintenant, à l'ADEME, nous, on pousse pour aller vers des engagements de performance pour s'assurer qu'au compteur, in fine, on ait vraiment les économies d'énergie. c'est-à-dire comment ça marche? C'est vous qui déterminez les objectifs? Non, faire en sorte que l'entrepreneur qui va vous accompagner sur votre projet, qui va vous réaliser votre projet, ne fasse pas que les travaux, mais aussi aille potentiellement avec d'autres partenaires, des banques, d'autres, s'engager sur les résultats au compteur. Donc passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Et juste, même si je n'ai pas de question immédiate pour vous, vous êtes d'accord avec ce point de vue à la FFB? Bien sûr, on accompagne, et justement, c'est les travaux qui sont faits, et avec l'ADEME et avec l'ensemble des acteurs de l'acte de construire, pour faire en sorte d'être de plus en plus innovants, de diversifier, de faire en sorte que nos entreprises soient rentables et surtout pérennes. Même pas peur, même pas mal. On parlera d'innovation dans une seconde avec vous. Cédric Verpeau pour la CDC, la Caisse des dépôts. 2 mots peut-être pour nous rappeler les activités du pôle innovation. Oui, merci. Je ne vais pas rappeler tout ce qu'est la Caisse des dépôts parce que je vois qu'il ne reste plus que 15 minutes sur la table ronde. Mais, prenez votre temps quand même. La Caisse des dépôts est née en 1804. Presque. 1816, pas loin. En fait, on investit sur les sujets innovants. Alors, j'aurais pu vous parler de digital parce qu'on a créé le premier fonds d'investissement dans les startups de l'immobilier et la construction avec Axeléo. Mais on investit de plus en plus sur ces sujets-là, en fait sur les sujets low-tech. Et on peut être aussi innovant sur les sujets low-tech. Et je prendrai 2 exemples. D'abord, le sujet des écomatériaux. Et le sujet des écomatériaux, je ne vais pas faire la liste à 3 petits cochons, mais on investit sur le bois, sur le chanvre, sur la paille, et on regarde des sujets sur le lin, sur la terre. Vous n'investissez pas dans la pierre? Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Ouais, j'avais juste envie de le placer avant qu'on poursuive. Donc vous investissez notamment dans la paille, dans le chanvre, dans des nouveaux matériaux. C'est ça. Et puis le deuxième axe, c'est aussi tous les sujets de réemploi et de recyclage. Et être le plus proche des chantiers, que ce soit chantier de reconstruction, de construction. Et ça, ces sujets... ils sont multiples, c'est le sujet des terres de chantier. Qu'est-ce qu'on fait des terres de chantier? Comment on améliore la logistique? Comment on est plus durable sur ces sujets-là, sur le réemploi? Qu'est-ce qu'on en fait par exemple des terres de chantier? On va essayer d'optimiser et de ne pas transporter, de faire transporter un minimum de distance les terres, de pouvoir les réutiliser sur un autre chantier, parce qu'aujourd'hui, on fait des trous pour construire et puis on met les terres dans les carrières, des fois très très loin des chantiers ou des camions qui partent. C'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Donc il y a de l'optimisation sur ces sujets-là. Et puis le tri, on a investi dans une start-up qui est super innovante, c'est qu'elle met des panneaux et des sacs sur les chantiers, parce qu'on s'aperçoit que le sujet du tri, en fait, c'est faire le tri dès le départ sur le chantier. Et on passe de 10%, 15% de tri à 80% avec des solutions qui sont innovantes, mais qui ne sont pas forcément en tech. Donc il faut soutenir ces acteurs. Le tri, il faut absolument le faire plus massivement. On est d'accord que ça ne suffit pas de se donner bonne conscience en faisant le tri. Les meilleurs déchets, c'est ceux qu'on ne produit pas aussi. Oui, alors là je parlais spécifiquement du sujet en effet de la construction, mais en effet on a investi aussi dans une start-up qui fait du réemploi. Donc en déconstruction d'un immeuble, il y a beaucoup de choses qu'on peut réemployer et que de plus en plus d'acteurs, en plus avec les obligations réglementaires, vont être incités à utiliser. On parle d'investissement, Marie-Ange Gueramos. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive. Oh, ça n'est pas qu'une question de moyens. Si. Non. Si. Oh non.
absolument. Bon, et puis le duel, vous vous souvenez du film, dure encore un quart d'heure entre ces deux-là. Est-ce que vous pouvez nous parler donc des projets de transformation du secteur que vous avez amorcés dans votre région, dont vous dites qu'elle est championne de France de l'innovation ? C'est ça. Alors d'abord, bonjour à tous. Et avant de répondre à cette question, je voulais juste dire merci Aurore pour les infos du PTZ. Grâce au gouvernement, en fait, c'est 15 000 foyers qui vont avoir droit au PTZ au lieu de 6 millions. Donc vraiment, super, c'est vraiment, ça va nous aider. Sur le sujet de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine, effectivement, la Nouvelle-Aquitaine est précurseur. On n'a pas attendu de se dire qu'on avait des crises et qu'on allait subir des crises pour s'y mettre. Depuis 2016-2017, on y réfléchit et on a travaillé de manière conjointe avec l'ADRITS, donc l'État, avec la région Nouvelle-Aquitaine, évidemment, qui est très, très impliquée sur ces sujets, et puis avec deux organismes qui s'appellent l'OPP-BTP, dont vous avez entendu parler en post-Covid, qui est notre organisme de prévention, et puis Constructis, qui nous accompagne sur la formation. Sur trois sujets qui sont importants, la RSE, évidemment, le Lean, que vous connaissez aussi sur l'optimisation des process. Chez Dassault, vous connaissez ça par cœur. Et puis, un sujet qui est le BIM, la construction numérique. Et c'est sur ce sujet-là où on a été précurseur. Alors, on connaît ça par cœur chez Dassault au passage, mais il n'y a pas que des Dassault dans l'Assemblée aujourd'hui. Donc, chez Dassault, et tout le monde finalement connaît le Lean. C'est pour ça que je dis le Lean, mais je dis l'optimisation des process ou l'optimisation de l'ensemble des manières de procéder pour essayer de faire évoluer nos façons de fonctionner. Et de parler de construction numérique aussi, et de parler de BIM, et de démystifier, j'entendais tout à l'heure le mot démystifier le BIM, et donc l'idée c'était de mettre en place en Nouvelle-Aquitaine des chantiers expérimentaux tout simplement, donc avec les acteurs qui nous ont accompagnés, dont j'ai cité les noms tout à l'heure, et donc l'idée c'était on est parti vraiment sur des chantiers à taille humaine, puisque c'était notamment deux chantiers de construction de logements, de 23 et 15 logements. Marche, cette expérimentation. C'est que ça fonctionne, bah oui. Et puis surtout de démystifier, mais au-delà de ça, c'était aussi dans le bâtiment, j'entendais, on travaille, et la fédération compte parmi ses adhérents Bouygues, Eiffage et tous les gros faiseurs, mais c'est aussi 90% d'entre elles sont moins de 10. Donc l'idée, c'était aussi d'accompagner les petites entreprises pour ne pas les laisser sur le bord de la route, et pour ne pas dire non, mais c'est que les grosses entreprises qui... Deux exemples, et puis vous détaillerez plus précisément ce que vous avez obtenu comme résultat. Oui, complètement. Déjà pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc les exemples d'opérations, c'est 23 logements, c'est 15 logements, et c'est aussi des ateliers pour un lycée. Donc dans plusieurs départements de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, vous nous expliquez tout ça en détail dans une seconde. Jonathan, Louis, l'ADEME a lancé des projets incitatifs type Oreno et Cross. Quels sont vos retours d'expérience sur les projets engagés ? Alors, Oreno et Cross, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des appels à projets. L'ADEME accompagne les industriels, donc accompagne, quand je dis accompagne, c'est financièrement. Les industriels, les PME, les acteurs de la construction, sur le développement de soit leur R&D, soit du capacitaire, donc développer des usines, pour les procédés de construction hors site. C'est l'acronyme CROSS. Donc, on a un peu plus de 50 millions d'euros sur cet appel à projet, sur 3 vagues. Alors, je ne peux malheureusement pas annoncer les lauréats parce qu'on vient de finir la première vague. Ils seront annoncés bientôt, notamment au congrès. On n'a rien contre les scoops. Mais voilà, on a eu 9 lauréats sur la première vague. Et puis, il y a 2 autres vagues qui se poursuivent et on espère pouvoir accompagner beaucoup de projets. Et donc, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous allez chercher, mettre en valeur ? Alors, les types de projets, il y a de tout. Il y a du 3D modulaire, mais il y a aussi beaucoup de 2D, donc de la façade, du plancher, des solutions innovantes qui permettront aussi de répondre à l'Aéro 2020. Donc, beaucoup de mixité de matériaux. Je pense que c'est un des enseignements, nous, qu'on voit. On va mélanger, un peu comme ce qui a été dit tout à l'heure, du chanvre, de la terre avec du bois, différentes mixités pour faire des produits qui répondent à différents enjeux. Et demain, des sargasses, peut-être ? Je voyais ce projet aux Antilles. Bon, ça, pourquoi pas ? Ça nous semble un peu éloigné pour nous, mais on a des projets des candidats en Outre-mer. C'est la France aussi. Ouais. Et je voulais juste aussi dire que là, par contre, on a fini un appel à projet qui s'appelle Système Constructif Bois, où on a accompagné pendant un peu plus de 2 ans. Il y a eu 71 lauréats, 200 millions d'euros d'aides qui ont été investis. Et c'est pour un accroissement de 1 million de mètres cubes de plus qui va être mis sur le marché, dont 350 000 en bois d'ingénierie. Donc du CLT, du lamellé-collé, ce type du LVL. Et donc juste pour dire qu'avec tout ça, on va pouvoir accroître la production de bois qui devrait permettre aussi de développer la construction bois et la construction en site. Bon, comme dit la chanson, on se tient la main avec l'ADEME, j'imagine, la FFB. Oui, bien sûr. Ça donne envie d'aller plus loin. Bien sûr. Alors, les exemples que vous nous avez livrés, dont
nous avez livré les titres tout à l'heure concrètement. Alors concrètement, ça veut dire que c'est un vrai accompagnement et encore une fois, de partir, quand on parle un petit peu de maquette numérique, en fait, il y a plusieurs niveaux. On parle de 2D, on parle de 3D, on parle de BIM Manager, on parle de tous ces sujets-là. Nous, l'idée, c'était d'accompagner les entreprises de manière à ce qu'on puisse être vraiment depuis le démarrage. Alors, si je prends un exemple concret, l'objectif, c'était vraiment déjà, la première des choses, et qui est drôlement importante, c'est d'avoir de la cohésion entre les équipes. De recréer aussi cette cohésion entre les entreprises, entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Déjà, rien que ça a permis vraiment de faire émerger ces choses-là. Aussi être dans de la prévention, puisque le fait d'être avec un outil numérique, il faut qu'on anticipe les choses, donc on est dans la prévention. Donc on est sur aussi des nouvelles façons de travailler qui nous permettent d'être aussi plus rentables. Et évidemment, l'accessible à tous, parce que ça c'est important, je le disais déjà tout à l'heure, mais vraiment de pas se dire ah ben non, moi je suis une petite entreprise, j'ai que 4-5 personnes, on aura les exemples tout à l'heure en plâtrerie, mais j'ai 4-5 personnes, mais non, je ne saurais pas faire. Ben si, justement, c'était démystifier ce côté-là et de dire que je sois une petite entreprise, une moyenne entreprise, une grosse entreprise. Tout le monde peut innover. Tout le monde peut innover et tout le monde peut avoir son niveau de... Mais ça rapporte quand même l'innovation. Mal au coccyx. Demain, je passe chez vous, je règle tout. Et tiens, je vais même vous faire un petit rabais sur les grosses œuvres. C'est normal, ça me fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Il n'y a pas besoin de faire des gros rabais? On n'est pas obligé d'y laisser son portefeuille? Non, parce qu'il y a des accompagnements, on en parlait encore, hein, et on a vraiment des partenaires en Nouvelle-Aquitaine. Hein, on encourage en tout cas toutes les autres régions à être aussi actives que la nôtre. Et vous entendez ce qu'il y a derrière ma question, évidemment. Ça a l'air bien, hein, mais moi j'ai toujours fait comme ça. Hein, et donc on parle bien évidemment de l'accompagnement du changement. Quels sont vos trucs, vos astuces pour accompagner le changement et l'envie d'aller voir ailleurs ce qui peut-être être bien plus vertueux? Alors, cette question, elle est difficile parce qu'on était vraiment dans ce modèle-là. Vous avez entendu, j'ai dit tout à l'heure 2016, 2023. Voilà, les projets se sont réalisés à ce moment-là. On était plutôt dans un bon move, j'ai envie de dire, en 2020, avec une envie de progresser, avec des projets, avec des entreprises qui commençaient à être bien rentables. Et puis, on a eu ce Covid avec, je ne reviens pas sur toutes les crises, puisqu'on a dit qu'on était positif. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles soient plus rentables. Parce que moi, j'ai pas peur de le dire, quand je suis entrepreneur et je représente les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine, l'objectif, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir le réinvestir dans du matériel et pour pouvoir payer nos salariés. Et voilà, on est vraiment très basiquement sur ce sujet-là. Luc Bello, vous avez franchi le pas vers l'industrialisation et la création de Myers. Parlez-nous peut-être de l'intention qui vous a conduit à créer Myers. Ben oui, en réalité, on est un groupe qui a 20 ans, qui a été engagé dès le début sur les enjeux de la RSE, de la réduction carbone. On est parti sur des solutions de béton bas carbone. Il y a 20 ans, vous parliez déjà de RSE? Alors de RSE, c'était pas le mot employé à l'époque, mais on était déjà sur les sujets environnementaux. Pourtant, on en parlait déjà, du terme. En tout cas, vous étiez déjà tourné vers cette idée-là. Développement durable à l'époque, mais en tout cas, on est sur ces enjeux. Et à un moment donné, c'est pas en cherchant à améliorer le feu qu'on a trouvé l'électricité. Il fallait pouvoir passer à vraiment une innovation, une rupture et une capacité à se projeter. Et c'était tout l'enjeu de la construction et du hors-site. Nous, on travaillait déjà avec des acteurs du bois à l'époque. On était plutôt assez déçus, pas forcément de respect des coûts, pas forcément de respect des délais et pas forcément ce qu'on souhaitait en qualité. Et donc, c'était le début. Quand vous en êtes à ce niveau-là, à un moment donné, soit vous espérez que les acteurs vont bouger, soit vous bougez vous-même. On a racheté un petit acteur qui faisait de la 2D, on l'a passé en 3D, on a investi dans une usine de 16 000 m², on a été accompagné par l'ADEME et SCB notamment. On a eu cette capacité à un moment à se projeter et à dire, voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Alors ce sont souvent des gros mots dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur de la promotion ou de la construction, parce qu'on parle d'industrie, on parle de standardisation, ce qui fait très peur, ce qui fait bien peur aussi aux architectes, et pour autant, même quand on emploie des mots qui font moins peur, de hors-site, de site de production plutôt que d'usine, en tout cas, la réalité, elle est là. C'est que si on ne va pas jusqu'au bout de cet enjeu industriel, de changer la manière de construire, de fabriquer demain, on ne pourra pas passer les différentes étapes. Les enjeux sont à la fois le défi industriel, la modernisation de l'acte de construire,
faire en sorte qu'on soit beaucoup plus rapide. Un chantier hors site, quand vous êtes en 3D, vous livrez un module qui est totalement fini. C'est ce qu'on fait actuellement sur les résidences étudiantes avec Meyers. La chambre, elle arrive, elle est clé en main. Vous n'avez plus qu'à mettre le matelas et les casseroles dans les placards. La salle de bain est posée, la cuisine est posée, l'ensemble de l'intérieur est posé. Et vous avez juste à poser les modules les uns sur les autres. On va beaucoup plus vite, il y a beaucoup moins de nuisances de chantier, beaucoup moins de bruit, ça dure moins longtemps. On est beaucoup plus propre. Aujourd'hui, on est à peu près à prix égal avec la construction traditionnelle et on va devenir moins cher pour peu qu'on respecte y compris ces enjeux de standard et d'aller jusqu'au bout de la logique industrielle et qu'on puisse se projeter. Aujourd'hui, c'est moins de 1% du marché de la construction et ce sera entre 15 et 25% avant 2030, c'est-à-dire demain. La route est tracée. Vous êtes plutôt optimiste. Très optimiste. J'ai l'impression. Cédric Verpeau, le dernier mot est pour vous avec les initiatives que vous avez lancées. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez envie de creuser à la Caisse des dépôts des nouvelles pistes? La piste qu'on va creuser et qu'on creuse, c'est aussi comment on entraîne toute une filière. Je prends l'exemple du chanvre, qui est une plante qui a de multiples atouts. C'est vrai, David. C'est vrai. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne sais pas. Mais d'une part, c'est une plante durable. Mais pour faire du béton de chanvre, on a investi dans une très belle entreprise qui s'appelle Wallop Préfa, qui fait du béton de chanvre. Mais il faut des agriculteurs qui cultivent le chanvre. Et puis il faut des coopératives qui vont investir sur des outils de transformation. Donc on voit bien, et c'est ça aussi, c'est pour ces nouveaux écomatériaux avec plus d'impact, plus durables, il faut des clients évidemment, mais il faut tirer aussi toute une filière sur les territoires. Donc ça, c'est un des enjeux qu'on essaye d'adresser. Merci beaucoup, merci à vous quatre pour cette première table ronde. Jonathan Louis, Cédric Verpeau, Luc Bello et Marie-Ange Guéramos. Merci à vous. Vous allez croiser dans un instant un invité. Il est arrivé. On me fait signe qu'il est arrivé. C'est un chef de chantier qui nous rejoint pour parler de productisation. Est-ce que vous connaissez ce terme, productisation? Un peu, pas trop. Moi, ça m'arrangerait que vous le connaissiez pas trop parce qu'on va vous en parler dans un instant. À tout de suite. Juste après la pub. T'as vu ma nouvelle maquette? J'accède direct au plan. Jamais je changerai pour la productisation. J'aime trop mes propriétés. Sérieux? Eh bien, nous sommes toujours en direct. La rencontre de la construction durable. Et il est 11h10 et nous sommes toujours à Vélizy, en direct et en public. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de productisation? D'où sort cette terminologie? De quoi ça parle? Quel est le lien avec le jumeau virtuel? Je vous présente Jean-Luc Delagrue, chef chantier actuellement sur le chantier de Trécarré sur le Morbihan. Bonjour Jean-Luc. Si je pose mon casque ici, allez-y, bon allez-y. Okay, mettez-vous à l'aise. Merci beaucoup déjà d'être venu du Morbihan ce matin. Vous avez fait l'ouverture du chantier et vous êtes parti pour nous rejoindre. C'est très, très gentil. Exactement. Alors on vous qualifie de chef de chantier serein, Jean-Luc. Comment ça se passe ce chantier dans le Morbihan à Trécaré? Bah écoute, très bien. Tu sais, David, mon métier a évolué. J'avais l'habitude de passer mes journées à gérer des aléas, des conflits entre mes fournisseurs et des problématiques de logistique. Enfin, j'en passe, quoi. Ben oui. Maintenant, je peux me concentrer sur la planification, des tâches à valeur ajoutée, et cerise sur le gâteau, je rentre à 19h. C'est votre femme qui doit être contente, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez mis en place? Oui, bien sûr, David, je peux vous en dire un peu plus. Alors, on a démarré par une mise en place de méthodes Lean sur nos chantiers. Et ensuite, on a travaillé sur une standardisation de nos méthodes avec la productisation. Et ils appellent ça une transfo là-haut. C'est quoi, concrètement? Il y a 3 ans, on s'est demandé avec les études comment on pouvait mieux réutiliser des éléments d'un chantier sur un autre. On a donc repensé la décomposition du bâtiment en éléments simples qui minimisent le nombre d'interfaces entre les métiers. Alors, interface, c'est la connexion des éléments entre eux. C'est l'une des causes premières de conflits sur un chantier et l'une des premières zones de friction pour mes compagnons. Alors, c'est pour éviter. On va regarder une image, en effet. On va imager un peu. Oui. Alors, dis donc, c'est classe. C'est classe, hein, ouais. La première photo que vous voyez sur la gauche, qu'est-ce que c'est? Problème d'interface entre le CVC et le gros œuvre. Intégration d'une gaine dans un mort coupe-feu. C'est sympa ce qu'on retrouve ensuite, hein.
Au milieu, qu'est-ce qu'on a? Ça existe vraiment, c'est pas un montage. Bah ouais, non, c'est pas des montages, ça m'arrivait quotidiennement sur mes chantiers. Au milieu, on voit quoi? On voit qu'il y a trop de réseaux qui ont été mis dans la dalle. L'épaisseur du béton n'a pas pu traverser toute la dalle. Et la petite dernière, ça c'est assez marrant ça. Ça, on a découpé. L'épaisseur du béton n'a pas pu traverser toute la dalle. Non, ça n'avait pas été prévu, on n'avait pas coulé assez de béton. Et la petite dernière, tu vois, on a cassé une dalle pour faire passer le réseau. C'est quand même dingue, non? Maintenant, avec la productisation, on inclut le savoir-faire des compagnons dans un logiciel et on répond vraiment à la question comment je construis. Alors qu'est-ce que ça veut dire inclure le savoir-faire? Bon écoute, inclure le savoir-faire, c'est extraire le jus de cerveau des gars. Le savoir-faire, ça se décompose de plusieurs choses. Des méthodes de construction, des instructions de montage, la connaissance du produit, du code machine. Nous avons virtualisé tout ça et on a mis ça dans le logiciel. Et maintenant, on le réutilise d'un projet à un autre. On ne démarre plus jamais de zéro. Qu'est-ce que ça change, la productisation? Ben écoute, avec la productisation, on anticipe 80% de nos tâches en amont. Je ne parle même pas de la sécurité. Si on regarde les derniers chiffres, 48% des accidents sur un chantier sont dus à des opérations de manutention. Maintenant, avec cette transfo, mes compagnons n'ont plus besoin d'aller au moins 2 chercher une meuleuse. Et alors, comment est-ce que vous avez géré cette capitalisation? Bon, c'est un travail qu'on a fait depuis 3 ans, qu'on a entamé avec les équipes. On a créé une équipe hors cycle qui a capitalisé la connaissance d'un projet à un autre. Et c'est quoi l'équipe hors cycle? Bon, alors au niveau de l'équipe hors cycle, qu'est-ce que c'est? Il faut regrouper 3 profils. Aujourd'hui, tu regroupes les méthodes, les achats et le compagnon, bien sûr. Ce qui nous a permis de standardiser les modes constructifs et avoir des carnets de détails qui décrivent les interfaces. Et ces éléments sont réutilisables d'un projet à un autre. Je le répète, je ne recommence jamais un projet de zéro. Et alors les réactions sur le chantier? Pas content, pas content, pas content. Nous refusons de reprendre le travail. Hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. C'est comme ça qu'ils ont réagi? Non, c'était plutôt content, David. Écoute, aujourd'hui, on a réduit les opérations de façonnage de plus de 70%. T'imagines? On reçoit des 70%. Ouais. On reçoit des véritables kits prêts à assembler. Et je parle même pas du bruit que ça a diminué. On en parlait tout à l'heure. Le bruit, mes compagnons sont super contents. On parle même de chantier furtif maintenant. Chantier furtif. Chantier furtif, c'est-à-dire exactement. Un chantier complètement sans bruit. On arrive la nuit, on travaille sans perturber personne. Plus d'opérations de façonnage. C'est dingue, non? On a des équipes d'intégrateurs polyvalents maintenant qui peuvent se former directement à cette méthode et un réseau de partenaires pour assurer la préparation des commandes. Et je le répète encore une fois, plus aucune opération de façonnage sur les chantiers. Plus d'accidents. Plus de perçage, plus rien de tout ça. Exactement. Ça a l'air séduisant. Pour autant, est-ce que cette démarche, elle est durable? Construit pour durer. J'aime bien ça. Bien sûr qu'elle est durable. On a divisé par 10 la quantité de déchets sur le chantier. C'est pas durable, ça? Ah, c'est bon. Je t'assure, c'est pas du greenwashing, ça. On entend toujours la durabilité. Nous, on a divisé par 10 le nombre de déchets. On gâche moins de matière. On est plus réactif dans l'intégration de matériaux innovants. Sur Trécarez, on intègre du CLT, nous. Bon, alors ça a l'air très bien cette productisation, mais alors le lien avec les architectes, attention parce qu'ils t'écoutent. Ah, les archis m'écoutent. Eh ben écoute, j'ai une belle histoire pour toi. Ça me rappelle d'ailleurs, c'était sur ce campus il y a quelques temps. On a reçu des plans avec les gars. L'architecte volait, l'escalier volait. L'architecte volait. Il piquait dans la caisse. Il piquait dans la caisse. Non, il avait construit un escalier qui volait littéralement. Avec les équipes, on s'est creusé la tête pendant des semaines pour pouvoir construire ça et satisfaire le client. La productisation aujourd'hui, c'est mettre tout le monde autour de la table, standardiser l'invisible et s'assurer aujourd'hui que l'architecte puisse avoir libre cours à sa créativité. Faciliter la vie, quoi. Faciliter la vie, en clair, exactement. Je réunis tout le monde autour de la table, je peux dessiner du premier coup ce qu'a pensé l'architecte et plus me contraindre aujourd'hui des réglementations comme les PMR. Eh ben, ça a l'air effectivement impressionnant comme ça. Un message de conclusion, Jean-Luc? Écoute, la productisation pour une construction durable, 30% de gain de productivité, 15% d'économie de matière, diminution des accidents et une meilleure cohésion des équipes. Et division par combien? 10 des déchets? Moins 15%. Moins 15%, pardon. Moins 15%. Merci beaucoup, Jean-Luc David. Delagrue, et bon retour dans le Morbihan.